Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. La norme ISO 45001 couvre de nombreux thèmes. Dans ce nouveau format, prévoyant 3 sessions, nous débutons par la contribution et la participation du personnel, grâce à 2 experts et le témoignage d'une entreprise. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Merci Guy. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme Entraide pour la saison 2021. Nous ouvrons la saison 2021 avec le webinaire d'aujourd'hui qui rentre dans la catégorie qualité pratique. Nous vous proposons aujourd'hui de faire un focus sur l'ISO 45001. Alors pourquoi l'ISO 45001 ? Parce que en ces périodes troublées de préoccupations santé et sécurité des travailleurs, la 45001 est la norme appropriée qui est bien dans l'air du temps. D'autre part, il apparaît que dans les organisations, le personnel est la partie prenante stratégique de nos organisations et donc réfléchir grâce à la 45001 sur le bien-être des travailleurs est forcément pertinent pour le bien-être des collaborateurs, mais également la performance de nos organisations. Donc, le propos d'aujourd'hui est, en nous appuyant sur les contraintes des exigences réglementaires et normatives de la 45001, comment transformer ces contraintes en opportunités et au service de nos organisations. Excusez-moi, j'en bafouille. En fait, le propos est de se dire comment nous pouvons passer de la conformité à la performance. Et c'est bien là, effectivement, le pitch pour nos organisations. Donc, nous allons avoir 3 webinaires qui vont se succéder. Un qui va zoomer sur la consultation et la participation du personnel, c'est celui d'aujourd'hui. Un deuxième qui va traiter de la QVT, la qualité de vie au travail, et un troisième qui va avoir pour propos les parties intéressées. Aujourd'hui, donc, nous zoomons sur la participation du personnel et nous allons avoir 3 chapitres. Un chapitre exigences réglementaires et normatives. À la suite de ce premier chapitre, vous pourrez poser vos questions. Vos questions seront relayées, comme Guy Sepahi le disait tout à l'heure, précédemment. Vos questions seront relayées oralement par Guy Sepahi. Prenez, s'il vous plaît, la peine de les poser au fur et à mesure de l'intervention sur les exigences réglementaires et normatives. Nous aurons une deuxième intervention qui, justement, va essayer de mettre en valeur comment ces exigences, nous pouvons les transformer en opportunités et en bonnes pratiques pour la performance de l'organisation. Vous aurez, à la suite de cette intervention également, la possibilité donc de voir vos questions relayées par Guy à l'intervenant. Et ensuite, nous terminerons notre propos par le témoignage d'une entreprise qui nous présentera ce qu'elle a mis en œuvre pour justement transformer les contraintes en bonnes pratiques et en performance pour son organisation. Donc, 3 intervenants pour nous aider à réfléchir et nous aider un petit peu à agiter nos neurones. Sandrine Guillot, qui est membre de FQP et qui est responsable QHS et auditrice de systèmes intégrés dans une PME du plateau grassois. Cette PME est spécialisée dans la maintenance et les travaux en service à l'industrie. Deuxième intervenant, Marc Bouisset, qui fait partie de APAV Certification,
où il est responsable commercial et auditeur. Il a précédemment une expérience de 15 ans dans l'industrie. Le troisième intervenant est Cédric Fricou, il est le témoin, il est manager de Veolia Maera. Veolia Maera est une unité de traitement des eaux usées sur la métropole de Montpellier-Méditerranée et Cédric Fricou va nous expliquer comment justement lui, dans son entreprise, dans sa culture, son équipe et lui ont transformé ces contraintes en opportunités. Voilà pour la présentation. Je passe la parole à Sandrine qui va nous parler des contraintes et de la réglementation en matière de 45 000 heures. Sandrine, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons faire un point sur les exigences réglementaires, donc les liens avec la réglementation et les ordonnances de 2017 et de 1386 du 22 septembre 2017. Elle est relative à la nouvelle organisation du dialogue social économique dans l'entreprise, du décret de décembre 2017 et de la loi de mars 2018. Suivant. Donc, on parle de comité social économique, les CES, qui ont été mis en place depuis le 1er janvier 2020. Ils remplacent les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués uniques du personnel. Elle est obligatoire pour les effectifs de 11 personnes et plus sur 12 mois consécutifs. Elle est composée de membres élus. Donc, la composition comprend l'employeur ou son représentant et la délégation du personnel composée de titulaires et de suppléants. Ils sont élus pour 4 ans et 3 mandats consécutifs. Donc, on a un nombre effectif pour 11 salariés à 24 salariés d'un titulaire, de 25 à 49 salariés de titulaires, etc., etc. Donc, la diapositive suivante. Donc, la possibilité de représenter des représentants de proximité sont des membres du CSE ou désignés par le CSE qui ont une durée qui prend vie en même temps que la fin du mandat des CSE. C'est pour un périmètre plus restreint quand on a des établissements distincts. On a des réunions mensuelles donc, qui doivent comprendre au minimum 4 réunions santé-sécurité. Et on doit faire des réunions extraordinaires à la suite d'un accident de travail, d'un événement grave ou d'un incident. Slide suivant. Donc, les missions des CSE pour les sociétés partant de 11 à 50 salariés. Ils doivent veiller à l'application réglementaire du travail. Ils doivent présenter tout ce qui est réclamation collective ou individuelle des salariés à l'employeur. Ils promouvoient l'amélioration de la santé, la sécurité du travail, les conditions de travail. Ils réalisent les enquêtes suite à un accident de travail ou des maladies professionnelles. Ils peuvent saisir l'inspection du travail. Ils ont un droit d'alerte. Pour les sociétés au-delà de 50 salariés, ils ont, en plus de toutes les mêmes missions, l'expression des intérêts des salariés, la discussion de la gestion et tout ce qui est évolution économique de l'entreprise, de l'organisation du travail. Tout ce qui est production, formation professionnelle. Ils ont aussi le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent. Et ils informent tout ce qui peut être aménagé pour tout ce qui est la gestion des démarches générales dans l'entreprise. Donc, en matière éco-sociale et participation du conseil, ils peuvent participer au conseil d'administration ou de surveillance de la société. Slide suivant. Donc, 9 et le 10. 9, 10, voilà. Donc, l'ordonnance de 2017
1386 du 22 septembre. Donc, on a le CSSCT, la Commission Santé, Sécurité des Conditions du Travail, qui remplace le CSHCT. Dans les entreprises à risque particulier, c'est les entreprises CVO à seuil haut, ou dans les établissements qui sont égaux ou supérieurs à 300 personnes, ou si on a eu un accord, avec la décision de l'employeur. Ils sont composés du président, donc de l'employeur, des représentants du personnel, de plus des invités. Il ne faut surtout pas oublier d'inviter la médecine du travail, l'inspection du travail, tout ce qui est représentant de santé et sécurité au travail, les référents sécurité, si vous en avez au sein de votre société, et la CARSAT. Le slide suivant. Donc, la mission du CSSCT, c'est l'évaluation des risques professionnels, donc au travers du document unique, et ils ont d'autres missions, c'est faciliter l'accès aussi aux femmes à l'emploi, adapter et aménager les postes de travail aux handicapés, tout ce qui est prévention du harcèlement moral, sexuel, sexisme. Ils peuvent aussi l'inspection du travail et tout ce qui est code du travail, le droit d'alerte. Alors le droit d'alerte, on doit avoir toujours un cahier et l'ensemble du personnel doit savoir où est rangé ce cahier et il ne doit jamais manquer une page à ce cahier. Tout ce qui est donc danger grave et imminent. Ils peuvent décider et recouvrir à des expertises et informer. Ils doivent être informés quand on a une inspection de la visite du travail. La durée de formation pour les personnes des CSE, c'est de 3 à 5 jours selon les effectifs. Donc 3 jours pour inférieur à 50 personnes et au-delà, on a 5 jours de... Non, pardon, 3 jours pour inférieur à 300 personnes et au-delà, c'est 5 jours de formation. Slide suivant. Donc, on passe dans les exigences normatives. Donc, voici ce que demande la norme. Donc, l'organisme doit établir et mettre en place et maintenir un processus. Donc, le processus, la définition, c'est un processus désigne un système d'activité qui permet d'utiliser des ressources pour transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. La norme 45001 ne va pas aussi loin que ça, mais elle demande à maintenir tout ce qui est transmission et elle consiste à tout ce qui est organisationnel. Donc, il faut bien qu'on transcrive tout ce qu'on va faire au sein de notre société. La consultation des participants, des travailleurs à tous les niveaux. Donc, que l'on conçoit à tous les niveaux de toutes les fonctions quand il existe des représentants des CSE relatifs à la santé et à la sécurité du SST. Donc, tous les niveaux, ça comprend l'ensemble du personnel interne, voire même externe pour discuter de tout. Slide suivant. Donc, l'organisme doit, donc ça c'est la norme, fournir un processus, des ressources, le temps et la formation nécessaire. Surtout la formation nécessaire, on manque souvent, on met les ressources, mais on oublie le temps nécessaire à la formation. Fournir un accès sans retard à des informations claires, donc ça peut être via tout SMS, mail, toute nouvelle technologie. On doit identifier et enlever ou réduire le plus possible des obstacles, donc que tout soit fluide, tout soit très rapide. Suivant. Donc, la norme demande, donc on va aller du point A au point I. Elle nous donne une liste et cette liste comprend la détermination des besoins et des attentes des parties intéressées. Toutes les parties intéressées, il ne faut pas en oublier. Un établissement de la politique santé-sécurité au travail, donc on doit vraiment la définir avec l'ensemble de toutes les personnes. La définition de la santé, de la sécurité et la planification pour les atteindre. La définition des attributions des rôles et l'obligation de la responsabilité et autorité.
Donc, il faut bien avoir toutes les parties ensemble et tout ce qui est détermination, comment remplir les exigences légales et autres. Donc, le rôle dans la définition des attributions des rôles, qui doit faire quoi, en n'oubliant pas des référents sécurité au CSE et à tous les salariés qui peuvent être impliqués. La détermination des mesures de la maîtrise applicable pour l'achat, l'externalisation de la sous-traitance, donc tout ce qui est plan de prévention, formation, protocole de sécurité. La détermination de ce qu'il faut surveiller, évaluer, que ce soit des mesures opérationnelles ou que ce soit des mesures taux de fréquence, taux de gravité, présentéisme. La définition, planification, mise en œuvre et mise à jour sur le programme d'audit et l'établissement d'un processus d'amélioration continue, donc toujours planifié, réalisé, évalué, amélioré. Il faut faire remonter toutes les anomalies donc, par les parties prenantes, que ce soit celles du personnel, des fournisseurs et des sous-traitants, afin que l'on puisse les traiter. Donc, slide suivant. Encore slide suivant. Voilà. La liste est un ensemble de points. Donc là, la norme nous dit, vous devez faire participer, donc on va aller du point A au point G. Donc, la détermination des mécanismes de leur consultation, participation, coopération. Ça implique l'ensemble des salariés à la collaboration. Identifier les dangers, évaluation unique au travers du document unique avec l'évaluation des risques. Identifier des mesures d'élimination de dangers graves, de réduction des risques à travers de cette aide du document unique et d'arbre de causes et rechercher pourquoi les causes font qu'on puisse le supprimer à la racine. Donc, le slide suivant, donc, du point D au point G. Donc, l'identification des besoins, des compétences et des formations d'évaluation. Il faut faire attention de bien séparer l'entretien professionnel qui soit bien distinct de l'entretien annuel où on a des objectifs. L'entretien professionnel est bien lié à tout ce qui est évolution de carrière, formation. La détermination des informations communiquées et comment les communiquer, avoir un dialogue et bien établir comment on peut échanger toute cette communication. Déterminer les mesures de prévention, maîtriser et leur utilisation effective. Analyser les incidents, les non-conformités et identifier des actions correctives. Voilà. Je vous remercie de votre attention et nous allons passer aux questions. Slide suivant. Alors, c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir de remonter les questions, mais pour l'instant, le public semble assez frileux en question, mais j'en ai quelques-unes en attente de l'inspiration de l'auditoire. Alors, la première, c'était par quoi commencer? Alors, peut-être, Marc Bouisset, je vais peut-être répondre. Bon, je dirais que ça dépend du stade auquel vous êtes, en fait. Voilà, si vous avez un système de management, pas de système de management. Si vous commenciez, par exemple, par, on va dire, une situation de base, donc vous êtes conforme à la réglementation, vous avez un CSE, si vous avez plus de 11 personnes, c'est peut-être d'y aller progressivement. Vous verrez notamment les recommandations de M. Fricou. C'est de petit à petit aborder des choses de plus en plus, comment dire, qui vont au-delà de l'exigence réglementaire dans le CSE. Voilà. Et puis faire en sorte que petit à petit, en fait, vous ayez de plus en plus une consultation et une participation de plus en plus large. Mais c'est vrai que donc ce sera un bon point de départ.
Vous partez de votre CSE actuel et vous essayez d'aborder de plus en plus de choses, de présenter les choses, puisque la norme 45001 vous demande de les consulter, les salariés, hein, et d'autre part, de les faire participer, de les faire coopérer sur un certain nombre d'autres choses. Et c'était l'objet des 2 listes que vous a présentées Sandrine Maggio. Merci. Alors, quelques questions nous arrivent. Pouvez-vous nous en dire plus sur la réunion annuelle et les réunions professionnelles? C'est pour la formation, ça? Oui. Donc, en fait, les réunions professionnelles doivent bien être orientées que sur les formations que le salarié veut faire et son évolution de carrière. Elle comprend un certain nombre d'items. Après, à chaque personne à mettre ce qu'il veut dans ces items, mais il faut vraiment que le salarié puisse dire ce qu'il voit dans les 2 ans, 3 ans à venir, son évolution de carrière, les formations qu'il aurait besoin. L'entretien annuel, en tout cas on l'appelle comme ça chez nous, puisque c'est l'entretien qui va définir plutôt les objectifs professionnels, c'est-à-dire ça peut être un objectif budgétaire pour un commercial, ça peut être un objectif de cadence pour une personne. Voilà, on doit bien dissocier, on ne peut pas faire ces 2 entretiens en même temps, ils doivent être distincts. C'est ce que nous demande la réglementation et la norme. D'accord. Est-ce que j'ai répondu entièrement à la question? Je vais vous le dire dans un instant. J'avais une autre question. Quels éléments doit-on intégrer dans la politique SST? Alors, au niveau de la politique SST, vous avez les grands classiques, hein, vous avez donc des passages obligés qui sont cités par la norme 45001, mais on peut citer, il y a l'amélioration continue. Dans tous les systèmes de management, vous avez une obligation de l'amélioration continue. Vous avez le respect de la réglementation et des exigences autres. Alors, quand il y a les exigences autres, ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi sur ces parties intéressées et sur leurs exigences. Prenons quelque chose de très simple. Vous avez un assureur, votre assureur vous impose, par exemple, des certificats APSAD Q18, Q19, etc. En fait, hein, sur les vérifications, voilà. Donc ça devient une exigence, vous voyez. Donc la satisfaction des exigences autres. Ensuite, vous allez avoir la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles. Hein, on pourrait penser au TMS, par exemple. Vous allez avoir ensuite justement la consultation et la participation des salariés. Comment vous faites en sorte que les salariés soient de plus en plus impliqués dans le système. Voilà. Tout ça, c'est listé dans la norme 45001, hein, mais je vous ai donné des éléments. Elle est donc déjà assez exhaustive dans son texte. D'accord. 2 autres questions viennent d'arriver. Au niveau du registre de sécurité, comment s'assurer que les contrôles obligatoires ont bien eu lieu? C'est-à-dire les contrôles réglementaires, une fois par an, on a une liste normalement qui nous est donnée. Une fois par an, on doit avoir un contrôle de tout ce qui est conformité électrique, conformité des extincteurs, incendie. Donc, et ça, on doit mettre dans un registre, hein, alors sous la forme qu'on veut, hein, ça peut être un classeur où on intègre tous les contrôles. Il ne faut pas oublier les échelles, les échafaudages, tout ce qui est EPI, harnais de sécurité. Si on a un pont, contrôler les élingues, tout ce qui va avec. Donc, il faut avoir une liste, en fait, de son matériel. Voilà, ce qu'il faut… Alors, par exemple, l'ISO 45001 vous dit qu'il vous faut d'abord connaître les exigences réglementaires, légales et autres, et les coucher par écrit. Donc, vous pourriez avoir un tableau Excel où vous les répertoriez. Prenons un exemple qui est assez mal pris en compte par les entreprises ou les organismes. Ce sont les BAES, les boîtiers autonomes de sécurité. Ça doit être contrôlé annuel. Il y a un contrôle annuel, un contrôle semestriel et un contrôle mensuel, avec chaque fois différent.
Bon, eh bien, vous pourriez le mettre sur un tableau Excel, d'accord? Donc, vous avez répertorié vos exigences réglementaires relatives au contrôle périodique. Après, vous pouvez mettre les portes sectionnelles tous les 6 mois, etc. Et ensuite, ça, vous allez vérifier, en fait, puisque la norme vous demande d'avoir un système de surveillance, donc pour voir qu'effectivement, vous avez bien respecté la conformité, en fait, par rapport à ces visites réglementaires de sécurité. D'accord. Et donc, vous aviez déjà répondu à une autre question. Existe-t-il une trame regroupant ces obligations à minima à respecter? En fait, on est, comme souvent dans ce cadre-là, Il faut se la faire. Il faut se la faire. Ça dépend du contexte Oui. qui est pris en compte. D'accord. Bien, ben, semblerait qu'on ait fait le tour des questions pour cette première phase. Merci à vous. Je repasse donc la parole aux intervenants pour la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, donc, Marc Bouisset, la certification. Donc, donc, je suis auditeur en santé et sécurité au travail, notamment. Et donc, j'audite sur l'ILO OSH, qui est une norme bien spécifique, sur l'OCHAS, et sur 45 000 depuis environ 2 ans maintenant. Donc, on a un certain recul sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui marche bien dans les entreprises que l'on audite en tant qu'organisme certificateur? Et d'autre part, ce qui marche moins bien. Donc, la slide suivante. Donc, le constat, il y a des choses donc, qui sont très bien appréhendées par les organismes à l'heure actuelle et qui sont surtout liées à la technique. Je vais vous en lister quelques-unes. Le document unique, qui date de 2001. Maintenant, c'est bien fait. C'est souvent fait avec les salariés, puisqu'on doit le faire par unité de travail. On a les dangers, les risques, les mesures de maîtrise. Donc, ça fonctionne bien. Quand on a un accident du travail, l'analyse des accidents du travail pour en trouver la cause source et les actions correctives, ça aussi c'est bien fait dans les organismes. On y associe, vous savez, la personne qui a eu l'accident du travail, voire le témoin, et souvent la fonction santé et sécurité au travail. Les besoins de compétences ou formation, puisqu'on a les entretiens professionnels, où là, on va dire, ben voilà, le salarié va dire, ben voilà, moi, j'aurais besoin de telle ou telle formation. Ça fonctionne bien. Et souvent, dans les entreprises, même en période, on va dire, difficile, eh bien, le minimum, c'est tout ce qui est réglementaire. Par exemple, les CACES, les habilitations électriques, etc. Les entreprises font au moins ça. Voilà. Donc, la slide suivante. Donc, ça, ce sont ce qui marche bien. Et puis, ce qui marche moins bien, c'est par exemple tout ce qui est lié à l'organisation, en lien avec la consultation participation. Par exemple, vous avez vu que dans la 45001, on vous dit qu'il faut définir les moyens de consultation, participation, coopération. Bon. Le CSE, c'est bien défini, mais la 45001, elle va plus loin que ça. Elle va, par exemple, sur l'externalisation. Donc, du coup, ça, ce n'est pas du tout défini comment on consulte ou on fait participer les salariés. Ensuite, sur la communication interne. Là aussi, les salariés ne sont pas associés à la communication. C'est une fonction technique, on va dire. C'est souvent le service QSE qui gère ça, voire le management. Et ensuite, l'association des salariés à diverses réflexions. Par exemple, les besoins attendent des parties intéressées, la satisfaction de leurs exigences. Donc ça, c'est géré par la fonction, souvent la fonction QSE, mais pas par les salariés sont peu associés à ça. Idem sur la politique objectif et planification. Là, il y a très peu de consultation des salariés sur la politique ou sur les objectifs. C'est plutôt la direction qui fait ça, éventuellement aidée par les services QSE. Les rôles, responsabilités, autorité, pareil. Je vais prendre un exemple tout simple. J'étais dans une société où on disait, bon, en cas d'incident vis-à-vis de la santé et sécurité au travail, le salarié doit prévenir son manager, les RH et la fonction santé et sécurité au travail. Bon, ça pourrait être peut-être que les salariés, si on les consultait, ils diraient, ben moi, je voudrais que j'ai à prévenir mon N+1, mon manager, et c'est à lui de prévenir après les autres fonctions, vous voyez.
hein, par exemple. Ensuite, l'association des salariés sur des réflexions. Donc là aussi, ah oui, tiens, l'achat, l'externalisation ou la sous-traitance, par exemple, aussi. Sur ce point-là, je vais vous prendre un exemple très précis. Les gens les industriels qui font de la poudre, ils ont des problèmes de poudre qui prend en masse dans des silos. Bon, donc pour arriver à résoudre le problème, ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit mis par le haut avec un harnais, avec donc des cordes, et qui fasse un trou au marteau-piqueur, vous voyez, dans le silo. Bon, les sociétés, elles trouvent ça dangereux, donc elles font appel à des sociétés d'intérim. Bon, si on consultait les salariés, peut-être que les salariés diraient « mais c'est pas raisonnable de confier ça à des intérims ». Qu'on confie ça à des gens professionnels de l'alpinisme ou au contraire à des salariés super expérimentés, oui, mais ça c'est trop dangereux pour l'externaliser à un intérim. Vous voyez, voilà. Et ensuite, sur les programmes d'audit, de surveillance ou d'amélioration continue, par exemple le nombre d'audits, le choix de l'organisme qui va faire les audits internes, par exemple. Et là aussi, les salariés sont très peu consultés ou participent très peu, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, ce sont des choses là des exemples de choses mal appréhendées. Donc, la diapo suivante. Alors, concrètement, comment on peut faire? Bon, donc il n'y a pas une solution unique, il y a plusieurs solutions selon notamment le rôle du CSE et du CSSCT. Donc, vous avez vu le CSE qui est obligatoire à partir de 11 salariés, le CSSCT à partir de 300 salariés. Donc, si le CSE, CSSCT fonctionne bien, il est évident qu'il faut s'appuyer sur ces instances pour mettre en œuvre la consultation, participation au-delà du cadre réglementaire. Et ça veut dire que petit à petit, on va faire des ordres du jour élargis. Voilà. On va communiquer les informations demandées par la norme, par exemple la politique, les objectifs, voyez. On va les convoquer aux réunions, par exemple les revues de direction, hein, ou autres réunions, par exemple les réunions de clôture d'audit externe ou interne. On va les faire participer aux documents uniques ou à d'autres points. Par exemple, le choix d'externaliser ou pas telle ou telle tâche, le choix de prestataires et à leur maîtrise, hein, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est la solution la plus facile, la plus évidente. Et on peut passer uniquement par le CSE, oui, c'est une solution. Hein. Donc, j'avais cette question. La diapo suivante. Donc, par contre, il y a des cas, moi j'ai eu des cas de sociétés qui disaient, voilà, comment faire quand le CSE fonctionne mal? Ben, vous l'avez, c'est le KB. Moi, j'ai eu des cas de sociétés qui me disaient, mon CSE, CSSCT, ça fonctionne mal parce que c'est très politique, etc. Donc, du coup, c'est pas actif. Donc, là, l'entreprise ou l'organisme est face à un dilemme. Elle doit mettre en œuvre le CSE, CSSCT, puisque c'est réglementaire. Mais dans ce cas-là, eh bien, ce qu'elle peut faire, elle peut choisir des salariés tournants choisis pour les mettre en œuvre sur divers points. Par exemple, on va choisir des salariés d'autres qui ne font pas partie du CSE, CSSCT, par exemple, aux revues de direction, aux réunions de conclusion des audits internes externes, à certaines décisions. Le choix de fournisseur, le choix de maîtrise, comment externaliser la maîtrise de fournisseur, par exemple. Donc ça, c'est une solution et effectivement, c'est un problème qu'on a rencontré avec la 45001. Hein. Voilà. Diapo suivante. Donc, l'autre solution, c'est de faire des groupes de travail avec des salariés clés ou utilisateurs travaillant sur des thématiques. Bon, si on prend par exemple le document unique ou le VRP, à la fois sur les dangers et comment mettre en œuvre la mesure de maîtrise face à un risque récurrent ou bien particulier. Donc ça, en général, c'est bien fait. Je peux vous citer l'exemple d'une société de cosmétiques qui gérer des vitamines pures qui étaient CMR, donc cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Or, ils en ont besoin dans la formulation. Donc là, ce sont des salariés qui ont défini, voilà, en fabrication, ils savent
qui manipulent ces produits. Et donc, ils ont tous les EPI. Mais par contre, ils avaient un problème, c'est qu'ils envoient en plonge ensuite le contenant qui a contenu ce produit CMR. Et comment on fait pour avertir les gens de la plonge qui doivent mettre des EPI particuliers, traiter de façon particulière ce contenant sale? Vous voyez, donc ils ont mis en place toute une organisation, etc., qui permettait d'avertir tout le monde qui intervenait, qui aurait pu être exposé à ces CMR. Donc voilà, c'est un exemple. Hein. Le besoin et attente des parties intéressées, alors donc là aussi on peut les faire travailler là-dessus. Par exemple, quand on fait un SWOT, on peut leur dire, par exemple, quand on fait un SWOT, on peut leur dire eh bien, on peut les faire participer. On peut les faire participer sur le rôle, responsabilité, autorité. Par exemple, à qui remonter un incident ou un presque accident. Le cas de l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, sur les constitutions des plans de formation de communication, donc là aussi, ils peuvent participer au plan de formation, à la façon de communiquer. Est-ce qu'on met des affiches? Est-ce qu'on fait des cartes d'heure de sécurité? Voilà. Au niveau de la communication aussi, donc j'en ai parlé, l'externalisation de la sous-traitance, hein, qu'est-ce qu'on peut sous-traiter raisonnablement et qu'est-ce qu'il ne faut pas sous-traiter ou sous-traiter à des sociétés vraiment spécialisées parce qu'il y a des risques trop importants. On peut les faire participer sur comment solder les points de non-conformité liés à la veille réglementaire, par exemple les boîtiers autonomes de sécurité, comment faire la vérification mensuelle, par exemple. Voilà. Et ensuite, sur la maîtrise des achats, par exemple, le test d'EPI. Hein. On a des EPI, on veut acheter des EPI, on le fait tester par les salariés, divers modèles de chaussures, voire après, donc voir faire tester certains modèles de chaussures qui seraient à des personnes qui auraient des certificats médicaux. Voilà. Donc, alors bien sûr, ça empiète sur le rôle du CSE, mais si le CSE ne fonctionne pas bien, on est bien obligé de trouver d'autres. On veut être certifié 45001, on est bien obligé de trouver d'autres moyens. Hein. Et vous verrez, à travers du témoignage de l'entreprise Veolia Mahera, ce que ça amène au niveau des entreprises. La diapo suivante. Ensuite, on peut en faire des acteurs de la santé et sécurité au travail. Hein. Donc, sur le document unique VRP, CF, l'exemple que je vous ai donné pour la cosmétique, où c'est eux qui vont choisir les mesures de maîtrise, les tester, former leurs collègues, etc. Vous voyez ? Sur la communication, par exemple, on peut faire des quarts d'heure de sécurité animés par des salariés. Donc, ce n'est plus le responsable SST qui anime les quarts d'heure de sécurité, mais ce sont des salariés. Et donc, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique et qui n'est pas de l'ordre du respect, du rappel des règles, mais qui est de l'ordre, si vous voulez, grosso modo, les gars, faites attention à vous, quoi. Voilà. Hein. Donc, vous verrez avec Veolia Mahera, en fait, des exemples de ce qu'ils font. Et on peut définir des modes de surveillance avec les syndicats ou le CSE, CSSCT. Alors là, je vais vous prendre un exemple. Il y a des pratiques de visite hiérarchique de sécurité. Ce sont des audits comportementaux, si vous voulez, d'une activité ou d'une tâche. Et c'est fait par le hiérarchique. Bon. Il y a des sociétés où, en fait, ils ont dit c'est pas bon de le faire par le hiérarchique parce que vous savez que on traque ce que l'on veut, en fait, c'est voir les déviations de comportement. C'est tout le comportement qui génère les risques, et donc on veut les voir. Donc, mais s'il y a un hiérarchique qui fait ça, il va juger à un moment donné. Il va peut-être mettre sa casquette de hiérarchique, alors que là, ce qu'on veut, c'est voir les mauvaises habitudes, les mauvais comportements pour les corriger, pour faire prendre conscience. Et donc, on fait des visites de sécurité qui ne soient pas faites par des hiérarchiques, mais qui soient faites par des pairs. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples. Alors, oui, diapo suivante. Ensuite, on peut faire, par exemple, lors d'une intervention à plusieurs, faire commencer
l'analyse de la situation de travail par un collègue. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va dire, bon, ben voilà les dangers, on va intervenir là, voilà les dangers, donc vous les avez repérés. Vous voyez, les salariés sont acteurs de la sécurité. Et c'est une notion de vigilance partagée. Là aussi, vous verrez avec notre intervenant de Veolia Maera, ce qui est mis en place dans le groupe Veolia. Et enfin, les analyses de cause d'un incident avec un salarié impliqué pour prise de recul et pour changer ses comportements. Bon, on a dans des sociétés souvent des gens qui sont des polyaccidentés en fait. Pourquoi? Parce que ils ont des mauvais comportements et donc du coup, ils ont des incidents ou des accidents de façon répétée. Bon, alors comme on veut arriver à changer leur comportement, en fait, il faut les associer à l'analyse. Vous voyez, pour qu'ils prennent en fait en conscience qu'ils ont des mauvais comportements et qu'ils se les rectifient. Voilà. Et là aussi, Veolia Maera vous en parlera. Donc voilà, diapo suivante. Donc les avantages de ces approches. Donc vous voyez, vous avez vu, il y a quatre approches possibles, de celles on utilise le CSE, CSSCT à celles où finalement on associe en fait les salariés. Donc, il n'y a pas une réponse unique, ça dépend de la maturité de l'organisme. Bon, mais les avantages qu'on voit finalement d'associer, de consulter les salariés, de les associer, c'est qu'il y a une plus grande motivation. Ils se sentent considérés puisqu'ils participent au choix. On me disait, quand je faisais du conseil, il y avait une maxime qu'on utilisait qui disait on m'impose, je m'oppose, on m'implique, je m'applique. Donc, si on implique les salariés dans le choix, si vous voulez, des façons de faire, eh bien, ils vont s'appliquer et donc, du coup, on va avoir beaucoup moins de soucis à faire respecter les règles. Donc, acceptation de ces mesures, voilà. Par exemple, le choix de pays. Quand les salariés ont choisi les EPI, pour un manager, c'est très facile de dire, bon, bah, écoutez, maintenant, c'est vous qui les avez choisis, donc je ne comprends pas pourquoi vous ne les respectez pas, quoi. Voilà. Sinon, bah, j'ai été manager de production, on me disait toujours, mais ce n'est pas adapté, c'est pas ci, c'est pas mis, des discussions interminables. Les mesures donc sont beaucoup plus adaptées à la réalité terrain, donc on va gagner du temps, on va gagner aussi de la productivité. Vous savez, parfois on est obligé de faire des compromis, entre tout, il faut réaliser la tâche en respectant les conditions d'hygiène, de sécurité, d'environnement, de productivité. Donc voilà, souvent il y a une notion de compromis. Et donc, du coup, on augmente la qualité de vie au travail puisqu'on associe les salariés dans le choix des mesures. Et enfin, le management va travailler sur l'écoute de ses salariés, voilà, la mise en place de ressources. Une fois que les salariés ont dit il faudrait faire ci ou ça, donc il va leur dire bon, ok, tu vas le mettre en place, tu as besoin de quelle formation, quel temps de dispo, quelle méthode, etc. Le management peut s'axer sur la coordination et le suivi de la mise en place des choses et se consacrer à des tâches à plus de valeur ajoutée, tout ce qui est planification, l'innovation, le lien avec le client. Et ça peut aller jusqu'à l'entreprise libérée. Alors, pour ceux qui assisteront au webinaire numéro 2, vous aurez un exemple d'une entreprise qui est en démarche d'entreprise libérée. Voilà. Donc, merci à tous et on va passer aux questions. Eh bien, merci d'avoir déjà répondu au fil de l'eau pour certaines, mais j'en ai quand même 4 à 5 que j'ai noté là. Alors, on va commencer, j'ai envie de dire, par la plus subjective. Tout ça nécessite une participation de chacun. L'ouverture, la participation ne fait pas trop partie de la culture française. Donc, comment pallier à cet aspect culturel ? Alors, c'est vrai. Effectivement, on cite beaucoup les entreprises allemandes où vous avez, par exemple, des représentants des salariés au conseil d'administration. Une des parts du CSE quand on a au-delà de 50 salariés, c'est aussi qu'ils voient la marche économique de l'entreprise. Donc, alors, ce qu'il faut, c'est y aller par étapes, doucement. C'est-à-dire que si vous y allez d'un coup, ça ne marchera pas parce qu'il y a une question de maturité. Il faut que les gens aient la maturité. Je pense que Veolia Maera
Monsieur Fricou de Veolia Marine nous en parlera de cette maturité au travers de choses qu'il a essayé de mettre en place il y a 3 ans. L'entreprise n'était pas mûre, ça ne marchait pas et maintenant ça marche. Je me permets de rebondir alors là-dessus parce que comme cette session est organisée par la FQP, je rappelle que la FQP est une association qui a comme modèle le FQM, et qui est dit un modèle dit de maturité, justement. Donc, je pense que ce terme était important à relancer. J'avais une autre question qui avait été soulevée. Dans une bonne pratique en ce qui concerne la consultation du personnel, quel serait le rythme des rencontres, des réunions? Quel serait le minima pour être sérieux? Alors, il y a le quart d'heure des salariés que vous avez soulevé, mais il y en a sans doute d'autres. Si vous voulez, il ne faut pas rentrer dans leurs règles. Par exemple, là, la 45 millions, on n'est pas du tout, certains connaissent peut-être le MAS. Le MAS, vous avez des obligations de fréquence, par exemple, sur les quarts d'heure de sécurité, etc. Et en fait, moi, je ne suis pas favorable de ces approches. C'est un peu des approches au bulldozer. C'est très efficace, ça c'est sûr. Hein. C'est trop ritualisé, c'est ça? Mais par contre, ça vous met dans un carcan. Je pense que si vous voulez, au contraire, une entreprise efficiente, il faudrait, par exemple, prenez l'exemple du Covid, d'accord? Vous allez faire un quart d'heure de sécurité. Au début, il fallait peut-être sûrement faire un presque tous les jours, voire au moins toutes les semaines. Et maintenant, c'est plus nécessaire d'être sur ce niveau-là. Vous voyez? Donc, en fait, ça va dépendre. Donc, je pense que, au contraire, il ne faut pas avoir des choses fixées, mais des choses qui dépendent de la situation. D'où, c'est la notion de pilotage de système. Hein. C'est-à-dire que je vois, est-ce que j'ai des indicateurs qui commencent à déconner, une tendance qui commence à me dire, tiens, j'ai de plus en plus d'incidents sur tel point, et donc il faudrait quand même que je fasse des rappels, donc des quarts d'heure de sécurité, par exemple, sur tel et tel point, parce que ça commence à dériver, vous voyez, avant l'accident. Voilà. J'ai envie de dire qu'il faut adapter ses rituels. Quoi. Oui, il faut adapter ses rituels. Oui, oui. Pas être trop cadré, ni trop souple. Ouais. Trouver le bon milieu en fonction du contexte. Ça reste. Ce sera intéressant que Veolia, M. Fricou, nous dise ce qu'il pense là-dessus en tant qu'entreprise. M. Fricou. M. Fricou. Tout à fait, oui. On ne vous entend pas. Ou très mal. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Non, je partage tout à fait l'avis de M. Bouisset. Il faut essayer, je pense, de sortir du management, on va dire, quantitatif et passer plutôt sur le qualitatif, sans forcément aller que les chiffres, et se dire j'ai fait 2 quarts d'heure sécurité par mois. Voilà, donc on essaye vraiment, nous, d'adapter en fonction des risques que l'on rencontre tout le temps en fonction de ce qu'on rencontre sur le terrain, en fait. Merci. Alors, je rebondis sur les autres questions. Il y en a une, je ne suis pas sûr qu'elle soit complète, mais je la lis telle quelle. Faut-il imposer aux salariés non encadrants ou uniquement sur base de salariat? Donc, je pose imposer, c'est intégrer au CSE ou intégrer dans cette dynamique. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Alors, c'est mieux, la consultation et la participation, même si on peut mettre des encadrants, hein, mais c'est quand même mieux de donner la parole aux gens, aux personnes, aux salariés de l'entreprise, hein, de les faire consulter. Vous verrez, donc M. Fricou, je connais votre réponse. Alors, comme je sais que M. Fricou et son collègue auront leur partie de présentation, je me propose de finir par ces questions-ci. Oui. Doit-on démontrer que tout le personnel a été associé ou simplement des représentants? Non, ce n'est pas tout le personnel, ce sont des représentants, si vous voulez. C'est vrai que dans l'idéal, ce serait d'avoir une vue de la majorité, mais dans la pratique, c'est difficile. Bon, donc d'où l'idée de choisir en fait certains représentants. Alors, il faut trouver des gens, si vous voulez, qui aient une position équilibrée, c'est-à-dire qui veuillent que l'entreprise progresse, vous voyez, mais qui ait aussi un regard aussi critique sur ses pratiques.
Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous voulez, dans le CSE, si on a trop de personnes, syndicats qui sont uniquement dans l'opposition, ça ne marche pas parce que finalement, ils critiquent, mais ils ne proposent pas de choses. Voilà. Alors que là, on veut des propositions. Vous voyez ? Merci. Et dernière question pour cette phase de questions-réponses. Doit-on obligatoirement balayer en un an l'ensemble des points de la norme et recommencer tous les ans? Alors, la norme vous dit il faut essayer de mettre en œuvre, elle vous liste les points. Hein, vous avez vu, il y a de A à E ou à, je ne sais plus, A à I et A à E, donc une dizaine de points chaque fois sur la consultation et la participation. Vous pouvez ne pas aborder certains points, d'accord ? Mais par contre, effectivement, donc l'auditeur va vous dire, voilà, pourquoi est-ce que tel point vous ne l'avez pas traité? On va avoir une discussion. S'il trouve que c'est légitime, c'est OK. S'il trouve, par exemple, prenons un exemple, politique objectif, on a une certification qui est nationale, groupe. Bon. Le groupe est à l'étranger. Bon, donc on audite la filiale française. C'est sûr que là, les salariés de la filiale française, ils vont pas être forcément, ils vont être informés, mais pas forcément participer à l'élaboration, au contenu de la politique et des objectifs. Vous voyez. Donc ça se comprend, voilà. Hein. Mais en fait, l'esprit, c'est si on peut le faire. Il faut traiter ces points. C'est ça. Eh bien, merci pour ces réponses. Proposons de passer à la troisième et dernière partie, donc le témoignage. Voilà. Alors, peut-être juste pour introduire, enfin, M. Fricou va parler de lui-même, mais juste comment est l'entreprise. Donc, c'est une filiale de Veolia. C'est Veolia Maera qui intervient sur le périmètre de Montpellier et M. Fricou est le manager de la STEP, la station d'épuration en fait. Voilà. Et ils sont dans une démarche ILO OSH version 2001, OCHAS, qui sont certifiés. Donc l'ILO a des exigences très proches de la 45001 sur la consultation et la participation et ils sont en phase de transition 45001. Bien. Et bonjour à tous déjà. Pour commencer, je vais situer un peu le contexte dans lequel en fait on était il y a 4 ans, parce que je pense que c'est intéressant. Déjà on est en groupe, nous, de 18 à 20 personnes. Et à l'époque, on se situe avec, on va dire, trois polyaccidentés dans le groupe qui avaient chacun 2 à 3 accidents avec arrêt. Et on avait régulièrement, en gros, tous les ans, 1 à 2 accidents avec arrêt pour un groupe quand même qui est assez restreint de 18 personnes. Donc, un des constats qui avait été fait, c'était que on gérait, on va dire, la sécurité, comment on gère l'environnement, la qualité, c'était que c'était plutôt avec des papiers, des règles, des consignes, et on occultait vraiment le facteur humain. Donc, on a commencé à opérer en virage, on va dire, notre façon d'aborder la qualité de sécurité en faisant participer le personnel depuis maintenant environ 3-4 ans environ. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, un des premiers points sur lequel on a voulu du coup insister, c'est parce qu'on avait des polyaccidentés, comme je viens de le dire. Donc, on a souhaité les intégrer en fait dans les revues de direction et le VRP annuel. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que déjà, dans ces réunions-là, nous avons la direction qui est présente. La direction, on va dire, nous, en fait, dans le groupe, on a les services locaux, c'est-à-dire là où je travaille, on a le territoire et la région. Et la direction territoriale et régionale sont présentes dans ces réunions. Donc, ça permet déjà de faire prendre confiance à la personne que la sécurité est un pilier dans l'entreprise. Un deuxième point important, c'est que lors de ces réunions, de ces revues de direction, nous avons notre client, c'est-à-dire la métropole de Montpellier qui est présente également
Donc ça donne une certaine image. Donc si nos résultats en termes de sécurité ne sont pas bons, eh bien, nos objectifs contractuels avec la métropole ne sont pas maintenus et ça peut nous être un peu un porte-à-faux. Donc, ce qu'on a pu constater, en tout cas depuis qu'on les fait participer à ces réunions, c'est que les polyaccidentés n'ont plus d'accidents et je trouve qu'ils ont pris conscience, ils ont une prise de conscience à la fois positive et individuelle parce que ils ont changé leur comportement et ils ont décidé aussi par eux-mêmes, ils sont convaincus eux-mêmes que c'était un changement de comportement qui pourrait participer aussi à l'effort collectif. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, on a voulu un peu s'attaquer au quart d'heure en sécurité. En fait, les quarts d'heure sécurité, c'est des quarts d'heure classiques que l'on abordait en fait de manière descendante en faisant passer des messages, en rappelant les règles, les consignes. Et on s'apercevait que ça ne fonctionnait pas forcément bien, on s'essoufflait. Donc, le groupe a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des quarts d'heure engageants. C'est quoi un quart d'heure engageant? En fait, c'est, comme vous pouvez le voir sur la photo, on expose une situation, c'est-à-dire une photo, et les salariés, vous voyez qu'ils sont présents là, ils sont debout, c'est assez dynamique, ils vont réagir par rapport à cette photo. Donc, dans un premier temps, ils vont lister tous les risques qu'ils considèrent, qu'ils perçoivent au travers de cette photo. Dans un deuxième temps, ils vont lister toutes les mesures de prévention qui peuvent mettre en œuvre en fait pour répondre à ces risques. Et enfin, en dernière étape, ils vont choisir ensemble, donc c'est vraiment ensemble qui est important, un ou deux points sur lesquels ils vont s'engager à maintenir, à respecter dans le mois qui vient. Donc ça, disons, ces quarts d'heure-là nous ont apporté une autre dynamique. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, on a été encore plus loin sur l'usine de Maera, c'est que initialement, il était prévu que ce soit le manager qui anime ces quarts d'heure engageants. C'est des collaborateurs qui l'animent. Donc, ça favorise vraiment le dialogue entre eux et ça donne vraiment, on va dire, de la responsabilité aussi à la personne qui l'anime. On lui libère bien entendu du temps aussi au préalable pour qu'il puisse préparer ses quarts d'heure. Et on s'aperçoit que, on va dire, les messages passent beaucoup mieux que quand c'est le manager, en tout cas, qui les fait passer. Et là, on s'aperçoit que sur la photo, par exemple, on voit aucun manager. Donc, vraiment, le management s'est mis en retrait. Et ce sont vraiment les collaborateurs qui sont vraiment acteurs, à la fois en proposant et en animant. On va passer à la slide suivante. Donc, les visites de sécurité. Pour vous, ça posait un problème, on va dire, parce que c'était le super hiérarchique, bien sûr, c'était les visites hiérarchiques. Et on s'apercevait que lorsqu'il y avait une remarque responsable, on tombait automatiquement dans la justification. Au lieu d'avoir une co-construction et de travailler ensemble, de trouver des solutions pour s'améliorer. Donc, on a mis en place des visites de sécurité, c'est-à-dire ce sont leurs pairs, leurs collègues qui viennent sur le terrain et qui portent en fait le message et qui essaient de trouver des solutions ensemble. Ça nous a vraiment apporté un dialogue beaucoup plus constructif. Et on s'aperçoit même que lorsqu'on fait le point le matin, des fois, d'eux-mêmes, ils prennent la parole le matin pour relater avec leurs collègues et partager des fois l'expérience qu'ils ont eue la veille sur certains points particuliers qui étaient un peu bloquants. On va passer à la slide suivante. Alors, attendez, ça, c'est pas celle-là, c'est juste celle d'après, peut-être. La slide suivante, s'il vous plaît. Les ateliers d'intelligence collective. Alors, en fait, on était confronté régulièrement, en fait, à des remarques des collaborateurs qui reprochaient souvent, lorsqu'on mettait en place de nouvelles méthodes, on avait fait une modification du process, pourquoi est-ce qu'on ne les avait pas consultés et pourquoi on n'avait pas fait certaines modifications. Donc, afin de répondre à cette demande qui nous venait des collaborateurs, on a mis en place des ateliers d'intelligence collective. Dans ces ateliers, en fait, on fait participer
à la fois la cellule performance, les électromécaniciens et la partie exploitante. C'est-à-dire, on a tous les corps de métier dans ces ateliers et on peut débattre sur un point sécurité ou un point process, hein, voilà, et pour essayer de trouver la meilleure solution et avoir les meilleures idées. Pour donner un exemple, on a été un peu au-delà ces derniers jours. On a travaillé ensemble, donc du coup, avec la totalité de l'équipe, sur le projet de service local. Le projet de service local, il porte sur 3 ans, pour en fait se calquer sur le projet de l'entreprise qui s'appelle Impact 2023. Et nous avons défini ensemble, avec l'aide de l'outil Klaxoon, un SWOT, les menaces, opportunités, forces et faiblesses de notre service, et voir comment on se projette dans les 3 ans à venir, en définissant ensemble les grandes orientations et les objectifs. Ça a été vraiment particulièrement apprécié parce qu'ils se sont sentis impliqués dans le projet. Et surtout, ce qui est important, c'est que avant, c'était le manager, c'est-à-dire moi, par exemple, qui portait vraiment les objectifs. Et maintenant, je les partage avec eux. Et ça, c'est vraiment une évolution parce que ça apporte encore plus d'idées et ça motive encore plus de personnel. Vraiment, ils se sentent vraiment impliqués dans la démarche. Ensuite, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, sur Maïra aussi, donc, on essaye de favoriser l'émanation de toute idée et de ne pas bloquer, en fait. Parce qu'on considère que on est chacun un innovateur quelque part. Donc, que l'idée soit retenue ou pas, il y a toujours un feedback qui est fait, que ce soit favorable, bien sûr, après on porte l'idée, et si c'est défavorable, on explique pourquoi. Ça, c'est très important dans un premier temps. Quand c'est favorable, on va libérer du temps, en fait, au salarié, le sortir de l'exploitation courante pour lui laisser du temps pour travailler sur son idée et lui allouer un budget. Là, par exemple, sur la photo que vous voyez là, on a une cuve, c'est une cuve à bout d'une hauteur d'environ 6 mètres. Sur cette cuve à bout, on avait une passerelle qui était située à 1 mètre à peu près en dessous du toit. Or, quand on devait intervenir parce que l'agitateur était bloqué, on devait monter sur le toit. Malheureusement, comme vous le voyez sur la photo, il n'y avait pas de garde-corps. Donc, il y avait un risque vraiment mortel en cas de chute. Donc là, c'est un salarié qui a apporté l'idée. Tout simplement, c'était de rehausser cette passerelle au niveau de la toiture. Donc, on l'a dégagé, bien sûr, de l'exploitation. C'est lui qui a vu avec les fournisseurs pour acheter le matériel, qui a mis en place les travaux et on lui a alloué, bien sûr, un budget. Au départ, on était sur une sous-traitance complète aux alentours de 15 000 €. Et là, on s'est retrouvé à un budget moyen de 5 000 €. Donc, on voit qu'en favorisant ces porteurs d'idées, l'émulation, eh bien, non seulement l'entreprise s'y retrouve, et le salarié, lui, quelque part, il accomplit d'autres missions et on peut vraiment le mettre en valeur. Donc, on se donne vraiment les moyens de nos ambitions et de leurs ambitions également. On va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'était la modification qu'on voit bien là. Donc, on est passé sur le toit. Slide suivante, s'il vous plaît. Les référents de chantier. Alors, dernièrement, j'ai mis en place 2 nouvelles pratiques. Donc, pour commencer, le référent de chantier. Alors, le référent de chantier, quelque part, c'est on construit le matin, si vous voulez, des équipes pour réaliser la maintenance sur le site. Ce sont des équipes de 2 à 4 personnes environ. On s'apercevait qu'on a ces équipes-là, on avait des fois des doublons, des oubliés matériels, des oubliés de fourniture. Il fallait retourner chez le fournisseur parce qu'on avait oublié le matériel. Donc, les gens se pressaient et c'était source d'accidents. Pour éviter ce problème-là, on a nommé des référents de chantier, c'est-à-dire une personne qui va prendre le lead sur l'équipe et qui, elle, va organiser toute la logistique et qui va oser dire les choses. Donc, c'est-à-dire, oser dire, c'est, par exemple, en termes de sécurité, certaines bonnes pratiques ne sont pas respectées, dire que les gestes de précaution ne sont pas respectés, qu'ils risquent de faire mal.
et peut-être même aller aussi à arrêter le chantier s'il estime qu'il y a vraiment trop de risques. Donc là, on s'aperçoit que on va au-delà du poste même formel du salarié, parce qu'il prend vraiment des responsabilités qui ne sont pas propres. Donc c'est vraiment, on pousse vraiment la vigilance partagée au bout. Et ça vraiment, ça responsabilise de plus en plus les opérateurs, ils prennent vraiment de la hauteur. Il faut savoir que cette pratique-là que j'ai mis en place maintenant depuis octobre, novembre, j'avais essayé de la mettre en place il y a environ 1 an et demi, 2 ans, et ça n'avait pas pris parce que je pense que le système n'était pas encore assez mature pour que les collaborateurs en fait comprennent vraiment tout l'enjeu de prendre cette responsabilité qui est quand même assez, qui est pas facile à porter pour certains. Hein. Donc c'est pas, ils sont pas tous des leaders naturels non plus. Voilà, donc là on l'a remise en place et ça a l'air de bien prendre. Dernière slide, s'il vous plaît. Donc là, c'est une dernière pratique que nous avons mise en place en janvier. C'est ce qu'on appelle les tableaux AIC, l'animation à intervalles courts. Donc, au préalable, nous faisions ces points le matin. Donc, c'était le responsable d'équipe qui prenait la parole et qui listait un peu, qui donnait le travail et qui parlait lui-même de sécurité le matin. Maintenant, ce sont les opérateurs, les salariés qui viennent ici animer directement. Ils apportent leurs résultats de la veille et ils se comparent par rapport aux objectifs. C'est eux-mêmes qui apportent les idées aussi pour atteindre l'objectif s'ils ne sont pas à l'objectif. Donc, ça permet vraiment un échange, pareil. Donc, le management se met en retrait. Ce sont les collaborateurs qui animent l'amélioration continue. Il faut savoir que dans ces points du matin, le premier point qui est abordé, c'est la sécurité. Et depuis qu'on a mis en place cette nouvelle pratique, nous avons doublé la remontée des presque accidents et des situations dangereuses. Donc, c'est le fait vraiment de faire participer et que ce soit vraiment les collaborateurs qui prennent l'animation favorise vraiment, on va dire, ce lien et cette confiance peut-être qui se crée dans l'équipe. Et moins, c'est la peur d'être jugé quand certains prennent la parole. Voilà, donc pour conclure, je dirais que on constate, nous, depuis qu'on a mis en place cette participation et cette consultation personnelle, on constate qu'il y a moins de réticence de la part des salariés lorsqu'on apporte de nouvelles méthodes, lorsqu'on propose de nouveaux projets. On est plus dans la co-construction. En fait, on est passé d'un management peut-être où l'on imposait un management où on travaille ensemble. On fait plutôt, je dirais qu'on fait avec plutôt que faire pour maintenant. Au travers aussi des quelques exemples que je vous ai présentés, on voit que le management se met beaucoup en retrait et que ce sont les collaborateurs qui font vraiment vivre l'amélioration continue. Nous, les managers, on est plus dans le management de l'écoute et grâce au temps qu'on gagne en ne réalisant plus forcément les visites de sécurité toutes ces minutes ou d'autres, les points du matin aussi, quand même animés par le personnel, on peut se consacrer on va dire, à des tâches à valeur ajoutée bien plus importantes. Et pour terminer, je dirais qu'à l'heure actuelle, en fait, ou plutôt avant, on avait un management, une amélioration continue qui était tirée par nous, alors que maintenant, on a plutôt une amélioration continue qui est poussée par le personnel. Voilà, merci de votre attention. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Dans cette dernière phase de questions-réponses, personnellement, j'en ai une, parce que tout cet engagement de chacun vient, si je reprends des choses d'une époque lointaine, de boîte à idées, de reconnaissance de chacun. Et bon, à l'époque,
la reconnaissance derrière était évaluée par des francs, pour ne pas parler des euros. Je remonte à un siècle précédent. Aujourd'hui, il y a la motivation de participer, mais est-ce que vous avez d'autres facteurs de motivation à intégrer cette démarche pour chacun? Ou est-ce qu'il y a encore la logique pécuniaire, la bonne idée? Vous parliez par exemple, du système de protection sur la cuvée de boue. Est-ce que l'individu ou le porteur de cette idée a été reconnu, je dirais, pour cette bonne idée telle qu'elle en tant que? Est-ce qu'il y a d'autres façons de reconnaître qui sont pratiquées? Comment vous fonctionnez là-dessus? Après, bon, bien sûr, il y a toujours le côté pécunier. Après, on essaye bien sûr, quelque part, des fois, de récompenser via des primes exceptionnelles, hein, ça c'est sûr. Mais après, on partage aussi l'idée, le fait de partager devant tout le monde son idée, de la présenter aux autres. Déjà, ça apporte une motivation, une fierté. Et, je peux le voir de plus en plus. Moi, maintenant, mes gars, ils sont fiers de travailler sur l'usine, et fiers de leur travail, et fiers de ce qu'ils peuvent faire et d'accomplir, et même de le partager avec la famille. Et il faut savoir qu'on a fait aussi, il n'y a pas très longtemps, une petite vidéo en interne, hein, entre nous, dans l'équipe, où vraiment le leitmotiv, c'était fier de mon travail. Voilà, donc il y a, bon, on dira un peu plus, je pense, lors du prochain webinaire, mais il y a une qualité de vie au travail aussi, et c'est quelque part le pendant aussi, on consulte, mais aussi en même temps, c'est essentiel, je pense, une qualité de vie au travail avec une exigence quelque part sans concession pour avoir une excellence opérationnelle au final. Est-ce que c'est quelque part une destruction j'ai envie de dire, une opposition, une négation du schéma top-down? Et là, on est dans un schéma transverse ou bilatéral dans les échanges, dans les discussions. Est-ce que, en termes de communication, c'est un aspect que l'on peut identifier? Parce qu'à un moment, vous disiez que votre site n'était pas encore mature. Et je serais intéressé pour faire un diagnostic entre avant et après. Qu'est-ce qui, sur une photo, vous permettez de dire là, c'est pas mature et aujourd'hui, ça l'est? On le voit, comme je disais un peu vers la fin, c'est vraiment le changement de comportement. C'est vraiment, on est beaucoup plus proactif et je vois le dialogue, il est vraiment co-constructif en fait. C'est vraiment ensemble qu'on avance et les gens osent dire les choses aussi. Avant, on était dans les réunions, des fois, personne prenait quasiment la parole, tandis que maintenant, le dialogue il est assez libéré aussi. Et le fait qu'il soit libéré, c'est de l'émulation et plein d'idées qui sortent et au final, on y gagne tous. C'est gagnant-gagnant, moi je dirais, à la fois pour l'entreprise et puis pour l'ensemble des collaborateurs parce que on améliore à la fois tout le quotidien. Voilà, donc c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure solution à l'heure actuelle pour en progresser. Je dirais pour compléter, bon, Marc Bousset, donc je connais l'entreprise puisque je l'audite en santé et sécurité au travail. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, elle est certifiée au niveau national 9001, 14001, 50001. Bon, donc on pourrait se dire, ben voilà, elle est vraiment très avancée. Bon, là, on a un exemple en fait d'un site. Alors, c'est parmi Veolia, ceux que je connais, je ne connais pas tous les sites de Veolia, mais ceux que je connais, c'est le site le plus avancé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont poussé le système, d'accord, pour justement faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de consultation, participation, appliquée à la santé et sécurité au travail, certes, puisque c'est le sujet, mais il y avait une remarque de quelqu'un qui disait « mais ça peut s'appliquer à tout ». Oui, tout à fait. Ce type de démarche, ça peut s'appliquer à tout. Donc, ils ont, sur la step de Veolia Maera, M. Fricou, il a poussé le système pour… Il utilise tout ce qui existait, mais si vous voulez, il le pousse pour intégrer beaucoup plus les salariés, soit sous forme de consultation, voire de participation. Voilà. Et c'est un exemple intéressant où on peut aller au-delà du système, vous voyez, des exigences, donc des normes pour, si vous voulez, s'améliorer. Et le fait est que, comme c'est vraiment
très générique, il le voit sur les résultats, pas seulement santé, sécurité au travail, Monsieur Fricou. On est d'accord, tout à fait. La Ouais, on est d'accord. productivité Voilà. est bien meilleure. On n'a plus d'accidents depuis 4 ans également, quoi. Voilà. Donc, y compris sur la productivité, etc. Donc, l'entreprise, elle est gagnante. Et c'est très intéressant de voir, c'est un exemple où on prend le système et on le pousse justement en intégrant les salariés. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, nous noterons que la prise de parole est un indicateur ou un symptôme de maturité dans l'organisation. Et je retiens si on m'impose, je m'oppose, si on m'implique, je m'applique. Je trouve ça serait peut-être la devise du jour. Jean-Jacques Bonneau, pilote du projet, je vous repasse la parole. Eh bien, merci à tous de vos interventions et merci notamment à Veolia pour ce beau panégyrique en faveur du management participatif. Beaux exemples très, très concrets des retours sur investissement du management participatif. Merci à tous. Je vous engage, si ce webinaire, ce que j'espère, vous a intéressé, à venir participer aux 2 prochains webinaires, la QVT le 18 mars et les parties intéressées le 16 avril. Vous allez recevoir dans les 48 heures un questionnaire vous permettant d'évaluer notre webinaire. Nous sommes en amélioration continue, comme toute bonne organisation qui se respecte, et nous avons besoin de vos avis pour nous améliorer. Nous avons eu quelques problèmes techniques, excusez-nous, mais nous allons faire mieux la prochaine fois et nous allons être encore plus performants si nous le pouvons. Merci à tous, bonne journée, bon week-end et à bientôt.